Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée ce lundi par le ministre de la Santé au Palais des Congrès de Cotonou. Nous en parlerons dans ce journal. La menace djihadiste s'étend dans le sud de l'Afrique après la prise d'un port stratégique de Mozambique. Daesh a revendiqué l'attaque de ces derniers jours contre la ville de Palma. La Russie inquiète face à la répression sanglante en Birmanie. Le vice-ministre russe de la Défense s'est rendu ce week-end dans le pays. Vous en saurez davantage dans cette édition. Voilà pour le sommaire. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, comme je vous l'annonçais en titre, a lancé officiellement la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bénin. Il était accompagné du ministre des Affaires sociales. C'était ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Le point avec Carole Laye et Romaric Devauchy. Je me sens très bien. Voilà qui doit mettre définitivement un terme aux nombreuses spéculations sur la qualité des vaccins réceptionnés au Bénin. Contre toute attente, ce sont les ministres en charge de la santé et des affaires sociales qui ont donné l'exemple à suivre en se faisant vacciner à l'occasion du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bénin. Un acte qui doit pouvoir rassurer le peuple béninois. C'est une petite piqûre de moustique comme pour toutes les ingestions. Dans les secondes qui ont suivi, je n'ai rien senti de particulier et j'ai pu me reposer pendant 15 minutes là maintenant et je me sens très bien. C'est déjà un sentiment de satisfaction que nous ayons pu démarrer la campagne de vaccination. Mon deuxième mot, c'est que je voudrais rassurer les populations. Comme elles ont pu le constater, je viens de me faire la première dose du vaccin AstraZeneca et tout s'est très bien passé. Comme vous pouvez le voir, je suis devant vous. Toujours aussi alerte. Et le 31 mai, j'ai mon rendez-vous pour faire la deuxième dose, pour être vraiment immunisé. Je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment demander aux populations, au-delà de toute la polémique qui a eu lieu, qu'ils peuvent constater que la vaccination a déjà eu lieu dans d'autres pays de la sous-région et que nous l'avons effectivement commencé également au Bénin. La preuve matérielle, c'est que je viens de la faire et d'autres personnes, agents de santé et autres sont également en train de la faire là. Le vaccin AstraZeneca est le fruit de l'initiative COVAX portée par plusieurs organismes internationaux afin de faciliter l'approvisionnement équitable des vaccins contre le coronavirus dans nombreux pays, en particulier ceux les plus pauvres. Une initiative qui doit être soutenue et renforcée davantage selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin. Je profite donc de cette occasion, au nom de tous les partenaires du mécanisme COVAX, pour remercier tous les donateurs qui n'ont ménagé aucun effort afin de réunir les contributions combien inestimables au financement de l'accès de nos pays aux moyens de lutte contre la pandémie, et plus particulièrement les vaccins. L'OMS et les partenaires du mécanisme COVAX, par ma voix, vous rassurent de continuer à travailler nuit et jour afin de réaliser cette noble vision consistant à vacciner au moins 20% de la population d'ici la fin de cette année 2020 et à continuer à mobiliser les efforts pour un objectif de couverture vaccinale de 60% de la population, garant d'une immunité collective satisfaisante. Les professionnels du secteur de la santé, les personnes âgées de plus de 60 ans, ayant ou pas des comorbidités, restent les cibles dans le cadre de cette campagne de vaccination. Une campagne de vaccination qui ne doit point avoir pour conséquence l'abandon des mesures barrières exigées pour mieux lutter contre la COVID-19 au Bénin et partout ailleurs dans le monde. Parlons à présent campagne électorale. Le duo Talon-Talata était à Natitingou ce samedi 27 mars 2021 dans le cadre de la campagne électorale. Patrice Talon et sa colistière sont allés convaincre les populations de la cité des Nantos de l'intérêt de voter pour le duo. Clémence Tournoucoin pour le reportage. Samedi 27 mars 2021, au stade de Natitingou, c'est une foule brandissant des fanions frappée de l'effigie du duo Talon-Talata qui a accueilli le candidat Patrice Talon et sa colistière.
Sur place, l'exercice n'a pas changé. Présenter aux populations les grandes actions à mener au cours des 5 prochaines années. D'ici 1 an ou 1 an et demi, quand je viendrai en Nati, peut-être pas vous voir tous comme ça, mais parce que vous allez me faire confiance. Et que nous allons repartir pour 5 ans encore. Et que je reviendrai plus souvent maintenant, nous allons avoir le plaisir de constater qu'il n'y a plus aucune commune de la Takora où la poussière est le compagnon de route. Mariam Zimé-Talata, colistière de Patrice Talon, a expliqué aux populations tout l'intérêt qu'elles ont à voter pour son duo. Une maman ne peut pas vouloir du mal de ses enfants. Une maman, c'est la compréhension. Une maman, c'est la sûreté. Une maman, c'est la confiance. Une maman, c'est la voie même du salut. Regardez bien et votez ce jour-là pour la maman qui est sur la liste, à côté d'un papa bâtisseur, constructeur. Votez donc pour notre liste. Votez pour le développement. Votez pour notre dynamique commune. Que ceux qui pensent que non, c'est déjà gagné et que c'est peut-être pas la peine de se gêner, d'aller faire la queue pour aller voter, qui disent une chose. Leur contribution à la dynamique commune, leur contribution à ce mouvement, leur prière, ce sera leur participation au nombre d'électeurs que le Bénin va décompter le 11 avril. À Nati Tengou, le duo semble n'avoir pas prêché dans le désert puisque les différentes couches sociales de la ville promettent de battre le record en termes de taux de participation. Nous promettons au président que le 11 avril, nous allons sortir massivement pour voter au duo Talon Talata. Ce que j'ai retenu, c'est le taux de participation parce que le chaos est garanti. Mais il faudrait que la population se mobilise pour sortir massivement, voter pour la vision du chef de l'État. Pour ce faire, nous allons faire sortir les gens pour qu'ils votent, pour qu'on ait un grand pourcentage. Patrice Talon est le meilleur candidat parmi les candidats. Il nous a fait tellement de promesses. Et nous comptons voter massivement dans l'Atakora, 90% pour Talon. Talon KO premier tour. On sent que vraiment il y a eu des changements. Cela me rassure. Ça me rassure qu'on va continuer la même dynamique. Nous allons faire un chaos et avancer. Au terme de la campagne du duo Talon Talata dans le Nord, le ministre de la Communication a fait un point d'étape. On écoute Alain Orunla. Le public a rencontré pour la deuxième fois le monde universitaire, le monde des étudiants, la jeunesse. La jeunesse qui est au cœur de ce programme 2021-2025. La jeunesse qui est le fer de lance pour qui des projets ambitieux de formation au métier, de création d'emplois, d'aide et de financement des activités. La jeunesse pour laquelle un programme d'éducation, un programme de formation d'une grande ampleur est conçu. Le président de la République a parcouru toutes les villes importantes du septentrion. L'étape de Parakou marque la fin de la tournée de campagne dans la partie septentrionale de notre pays, où nous avons eu droit à un discours de campagne tonique, un discours de campagne dynamique et interactif, où le président a décliné les aspects du programme qui impactent directement et immédiatement les populations majoritairement agricoles du Nord, avec l'ambitieux programme de développement de la filière agricole, avec la mise en valeur des produits tels que l'anarcadier, le café, le palmier à huile, les fruitiers, le cacao plus exactement. Nous savons que cette partie est le bassin. Et donc, les populations étaient heureuses d'apprendre que nous avons ce projet de mécanisation de l'agriculture qui permettra de supprimer d'ici à la fin de ce mandat l'usage de la daba et de faire de notre agriculture une agriculture qui enrichit, qui non seulement nourrit son homme, mais enrichit son homme et participe au développement. Une campagne pragmatique où il n'est pas question d'un projet aléatoire de société, mais d'un programme précis, concis, décliné dans ses aspects les plus impactants en 14 points. Et je voudrais également
pour souligner que le président n'est pas seul dans la campagne. Je crois que vous observez la montée en puissance de sa colistière qui remet la femme, les filles au cœur de l'action politique avec un discours modéré, pondéré mais efficace sur l'ambition du duo de consolider la démocratie, contrairement à nos adversaires qui veulent restaurer une démocratie qui ne nourrit pas son homme. Le duo Talon-Talata veut consolider la démocratie en donnant les moyens au peuple, aux électeurs, que nous invitons une fois de plus. Et si la tendance que nous voyons se confirme, à se rendre massivement aux urnes le 11 avril. En interactualité, la menace djihadiste s'étend dans le sud de l'Afrique après la prise d'un port stratégique de Mozambique. Daesh a revendiqué l'attaque de ces derniers jours contre la ville de Palma. Des centaines de personnes continuent de fuir la zone des combats. Depuis plusieurs années, cette partie de l'Afrique est confrontée à des groupes armés. Suivez. Un avion des Nations Unies se pose sur l'aéroport de Pemba. À son bord, des adultes et des enfants originaires de Palma dans le nord-est du pays. Depuis mercredi, cette ville est le théâtre d'une violente attaque d'un groupe djihadiste. C'était un moment horrible, un vrai massacre. Aucun d'entre nous n'aimerait y retourner. Beaucoup de gens sont morts. Nous sommes allés à l'hôtel Amarula où nous sommes restés 2 ou 3 jours, encerclés par les terroristes. Après 4 jours sans manger, nous avons décidé de partir et d'aller dans la forêt pour nous échapper. Certains collègues blancs ont perdu la vie. La défense mozambicaine a fait état dimanche soir de dizaines de morts parmi les habitants de Palma. Au moins une centaine de personnes restent portées disparues et des milliers d'autres sont enfuis dans cette ville qui comptait plus de 70 000 habitants avant l'attaque de mercredi dernier. Une attaque revendiquée ce lundi par les djihadistes du groupe Al-Sunna ou Al-Jamo ou Al-Shebab, affiliés à Daesh. Ils contrôleraient désormais banques, bureaux gouvernementaux, usines et casernes de l'armée de Palma. Une ville stratégique, située à seulement 10 km à peine d'un méga projet gazier de plusieurs milliards d'euros, piloté par le groupe français Total. Le géant énergétique, qui espérait une reprise des travaux de construction du site, a finalement renoncé. L'Organisation des Nations Unies s'est dite lundi, je cite, profondément préoccupée par la situation toujours en évolution à Palma, tandis que Washington, de son côté, déclare être déterminé à assister le gouvernement mozambicain pour lutter contre les djihadistes, sans pour l'heure préciser de quelle manière. La Russie inquiète face à la répression sanglante en Birmanie. Le vice-ministre russe de la Défense s'est rendu ce week-end dans le pays. Plus de 500 personnes ont été tuées depuis le coup d'État militaire du 1er février et des centaines de personnes ont été arrêtées ces 2 derniers mois. La Birmanie est considérée comme un partenaire stratégique pour Moscou en Asie du Sud-Est. La communauté internationale solidaire pour dénoncer le pouvoir birman. À la demande du Royaume-Uni, l'ONU va tenir un conseil de sécurité mercredi pour décider de sanctions contre le pouvoir en place depuis le putsch du 1er février dernier et de la stratégie à adopter pour venir en aide au peuple birman. Il est absolument inacceptable de voir des violences d'un tel niveau contre les gens, tant de personnes tuées et un tel refus obstiné d'accepter la nécessité de libérer tous les prisonniers politiques et de remettre ce pays sur la voie d'une transition démocratique sérieuse. Nous avons besoin de plus d'unité au sein de la communauté internationale, de plus d'engagement pour faire pression afin de renverser la situation. Accusée dans un premier temps de maintenir des liens cordiaux avec l'actuel pouvoir birman, la Russie a tenu à clarifier sa position. Nous sommes extrêmement préoccupés par l'augmentation du nombre de victimes au Myanmar. Cela provoque notre profonde inquiétude et nous suivons de près la situation au Myanmar. Vous savez, nous avons des liens de longue date et assez constructifs avec le Myanmar. Nous avons effectué un travail de fond dans les relations bilatérales. Les relations doivent être envisagées sous cet angle. Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous nous réjouissons des événements tragiques qui se déroulent dans le pays. La Chine, qui malgré de nombreux points de désaccord avec les États-Unis et d'autres pays membres de la communauté internationale, s'est elle aussi indignée du massacre dont est victime la population birmane.
Nous sommes préoccupés par la situation au Myanmar. Nous avons déclaré à de nombreuses reprises que nous espérions que toutes les parties au Myanmar feraient preuve de retenue, garderaient leur calme et prendraient des mesures constructives pour promouvoir l'apaisement des tensions actuelles. La violence et les effusions de sang ne servent les intérêts de personne et ne feront que blesser le peuple du Myanmar. Malgré les événements macabres du week-end, le peuple, qui réclame le retour à la démocratie et la libération de la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, a défilé hier dans la région du Mandalay, au centre du pays, avec des banderoles assurant, je cite, « Le peuple ne sera jamais vaincu ». En 2 mois de manifestations, plus de 400 personnes, femmes et enfants inclus, ont été tuées. Ce dimanche, près de 3000 Birmans ont traversé la frontière pour se réfugier en Thaïlande. L'Union européenne annonce une aide de 276 millions d'euros pour la construction et la rénovation de camps de migrants en Grèce. Au total, 5 camps de migrants seront construits. Une nouvelle qui a provoqué la colère des habitants de l'île de Lesbos. Ils ont manifesté alors que la commissaire de l'Union européenne était sur place. Elle a appelé la Turquie à réadmettre les migrants qui ont été déboutés du droit d'asile. Suivez. Lesbos, Samos, les plus grands bidonvilles d'Europe, ont des aires de prison à ciel ouvert, bordées par la mer Égée. Sur ces îles grecques, près de 14 000 réfugiés continuent de vivre dans des conditions extrêmes. Environnement sanitaire déplorable, surpopulation, attente interminable, une situation infernale dénoncée par le Haut Commissariat aux réfugiés. Confrontée à cette crise humanitaire, la commissaire européenne aux affaires intérieures a fait le déplacement jusqu'à Lesbos. Le motif de sa visite, pousser le gouvernement grec à accélérer l'ouverture de nouveaux camps sur ces îles, et ce avec l'aide de l'Union européenne. Certaines îles ont été soumises à d'énormes pressions en l'absence de solution européenne. Nous devons européaniser la question de la migration, nous soutenir les uns les autres et ne laisser aucun État membre ou aucune île seule. L'Union européenne a annoncé qu'elle allait débloquer une enveloppe de 276 millions d'euros pour aider à la construction de campements. Le ministre grec des Affaires étrangères a lui annoncé que le nouveau camp de Samos ouvrirait à la fin du premier trimestre. Une décision qui se heurte néanmoins à l'opposition des habitants et des autorités locales qui font face à l'arrivée massive de réfugiés depuis la crise migratoire de 2015. Dans le même temps, Bruxelles et les autorités grecques lancent un appel à la Turquie, la pressant de réadmettre sur son territoire les migrants déboutés du droit d'asile sur le sol grec. Nous avons proposé à la Turquie de reprendre le retour des personnes qui n'ont pas le droit à une protection. Il y a 1450 personnes qui résident actuellement sur ces îles. Je pense que c'est une très bonne occasion pour la Turquie de démontrer sa volonté de coopérer avec l'Union européenne et de respecter la déclaration commune. Ces îles surchargées de demandeurs d'asile ne sont qu'à 15 km du rivage turc. En attendant l'aide d'Ankara, une pratique semble se développer chez les gardes-côtes grecs, le pushback, le refoulement des migrants vers les eaux territoriales de la Turquie. Une manœuvre illégale que la commissaire européenne aux affaires intérieures n'a pas manqué de soulever. Du côté des autorités grecques, on continue de nier ces allégations. Nous n'avons pas renvoyé de bateaux, nous avons empêché des navires d'entrer sur le territoire européen et grec et c'est quelque chose d'autorisé par les règlements. Tandis que chaque partie se renvoie la balle face à cette crise humanitaire qui met les frontières au défi, une tentative de dialogue se dessine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que le président du Conseil européen, Charles Michel, se rendront à Ankara le 6 avril pour rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.